Eh bien, nouvel épisode de Je range mon bureau, après 3 mois ou pas loin de silence, et donc ça veut dire qu'il y a énormément de livres qui se sont accumulés. J'ai fait 3 piles, et je vais essayer déjà, je vais sans doute faire ça. Ça, c'est les 2 premières piles. Et ça, figurez-vous, c'est la plus volumineuse, c'est celle des livres dont j'aimerais vraiment parler en détail. Alors vous avez qu'à voir, soit je vais vraiment être inspiré, et je vais en 2 ou 3 ou 4 jours faire, je sais pas, 2 heures ou 2 heures et demie de vidéo, soit je vais faire déjà une première vidéo de déblayage et puis on y verra plus clair après. Alors comme souvent déjà, les moments où je ne fais pas de vidéo comme ça, je range mon bureau pendant 3 mois, ça n'a pas dû arriver souvent déjà, mais comme à chaque fois que je laisse passer plusieurs semaines, on va dire, ça veut dire qu'il y a aussi tout un doute de ma part, et c'est un doute dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux, j'ai discuté avec pas mal de gens, enfin avec quelques personnes qui me suivent à ce sujet-là. Et bon, évidemment, il y a des fidèles qui m'encouragent, ma sœur notamment, bon voilà, à poursuivre. Mais c'est vraiment le format qui me frustre. D'abord parce que ça demande énormément d'énergie. Ensuite parce que quand il y a comme ça 3 mois de lecture à ranger, ça représente un très gros volume. Et donc, outre la, la dimension physique, tout simplement, parce que c'est fatigant de faire ces vidéos, même s'il n'y a pas tellement de montage. Il y a aussi la dimension un peu vaine, à quoi bon, etc., etc. Donc on n'en sort pas. Donc j'essaie de le faire quand même et on va voir. Et je rappelle que ce sont des vidéos qui d'abord peuvent très bien ne pas se regarder en entier, mais ça je crois que ça va de soi, ça n'est pas humainement possible, mais qui surtout sont faites pour être saucissonnées. Vous allez voir le sommaire qui est en dessous, et vous allez aux 3-4 minutes qui vous intéressent, au livre qui vous intrigue, et quand je dis au livre, c'est vraiment au singulier. Et je commence par comment dire, un passage obligé presque maintenant de ces vidéos. Ce sont les livres que je range alors que je ne les ai pas lus. Ce sont des livres lus par mon épouse. Je les signale quand même. Voilà, ça donne une sorte de vision un peu, je sais pas, familiale, domestique, conjugale de la littérature, parce qu'on lit les mêmes livres, mais pas tout le temps. Donc il y a beaucoup de livres que je lis qu'elle ne lit pas. Il y a des livres qu'elle lit que je ne lis pas. Aux éditions Bourgois, je crois que c'est quelque chose de récent, Tania Tagak, Crofendu, c'est traduit de l'anglais par Sophie Voyot, et c'est pour ça que je ne l'ai pas lu, parce que j'aime pas trop lire les livres traduits, et j'essaie en général plutôt de les lire en anglais, bien sûr. Donc là, elle, elle m'a plutôt donné envie de le lire, en fait, donc on verra. Également traduit, alors cette fois-ci du bengali, donc peut-être que je le lirai, celui-là, de Bibhuti Bhushan Banerjee, De la forêt, traduit aux excellentes éditions Zulma, du bengali par France Bhattacharya. Et donc ça, c'est un livre aussi qu'elle a bien aimé, donc peut-être que je vais le ranger quand même, c'est l'idée, c'est de dégager le bureau, mais j'ai peut-être pas tout à fait dit mon dernier mot. Et puis il y avait un livre de Bérangère Cournu aussi, qui est une écrivaine qu'on a découvert depuis 1 ou 2 ans, dont j'ai parlé déjà à 2 ou 3 reprises dans ces vidéos. Et ça, c'est un livre qui s'appelle Nécontente à Oraibi, ou Orebi, je ne sais pas comment il faut dire, et que je n'ai pas lu. Et je crois que mon épouse, elle a été un petit peu déçue, ou elle a moins accroché qu'aux autres, et du coup, ça ne m'a pas plus donné envie que ça. Mais voilà, Bérangère Cournu, celui-là, je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu, j'en parle sans l'avoir lu, et du coup, j'en parle pas. Mais c'est une écrivaine très importante, vraiment, vraiment. Il faut lire les livres de Bérangère Cournu, son premier livre qui est magnifique, Les Corcobaliseurs, et également le dernier. Vous savez quoi, il se passe un truc vraiment pénible, c'est que le titre m'échappe, de Pierre Edos, je crois. Ça, c'est vraiment très très beau. J'ai lu ça il y a 1 an et j'ai déjà oublié le titre. Bon, tout va bien. Alors, il y a des petits bouts de papier qui s'échappent de partout, donc ça, c'est un peu la rançon du truc. Et ben là, de celui-là, il y a un papier qui s'échappe. C'est pas un livre à moi, donc je ne vais pas le ranger. Vous voyez, c'est un livre de la bibliothèque, donc normalement, il n'a rien à faire dans ces vidéos, mais c'est un livre de Laurent Albarracin. Laurent Albarracin, que j'aime, qui est un poète que j'aime beaucoup, et qui est aussi un éditeur, les éditions du Cadran Ligné. Et là, c'est un petit fascicule, une de ses toutes premières plaquettes. Il se trouve que ma BU a ça. Il ne doit pas y avoir beaucoup de BU qui ont ça. Ça a été publié aux éditions belges de l'Atelier de l'Agneau. Et c'est un petit recueil très surréaliste dans son écriture. Et j'ai trouvé ça très beau. Et je vais vous lire un poème qui s'appelle L'épée des proportions de Laurent Albarracin. Où l'éclat du soleil est une pêche éclatée, le poignard du poivre a crevé. Le ventre du poivre. Et répandu le poivre sur le chemin, ses pleins wagons de poivre, et son paquet de cendres et de neige sale.
infranchissable sachet de sable dans la tasse du chemin. Tandis qu'au fleuve, le troupeau de l'eau suit un lent taureau d'approbation. Ça m'a un peu étonné parce que moi je connaissais les recueils plus récents de Laurent Albarracin et son écriture a quand même, je pense, évolué, ou alors c'est ce recueil qui est un peu à part et j'ai beaucoup aimé. Donc ça, pas je range mon bureau, non, ça va à la bibliothèque universitaire. Bon, ça je le rangerai sur la pile qui s'impose plus tard. Alors sur la pile, ça s'est retrouvé aussi sur la pile des livres à ranger, mais c'est idiot parce que c'est un livre dont j'ai interrompu la lecture il y a une dizaine de jours, mais je ne l'ai pas fini. Et pourtant c'est traduit de l'anglais, mais c'est moi qui le lis. C'est la très belle somme, c'est presque un peu la synthèse de toute une vie de chercheur de James Baldwin, grand spécialiste de la traite transatlantique et des plantations et du sucre. Et donc il s'agit là de l'édition française d'un livre paru en 2019, How Sugar Corrupted the World, From Slavery to Obesity. Et c'est traduit de l'anglais par Philippe Pignard et c'est aux éditions de La Découverte. Et j'ai lu les 9 premiers chapitres, donc j'ai lu à peu près la moitié, et c'est très intéressant, et en fait ce qui est très intéressant c'est qu'il relie évidemment toute l'histoire de l'impérialisme européen, de la colonisation bien sûr, mais avant ça bien sûr de la conquête des conquistadors. Il relie tous ces moments 15e, 16e siècle, et évidemment ce qui suit, à la consommation du sucre en Europe, au fait que le sucre devient un produit indispensable, à la santé publique, mais aussi à la manière dont ça a accéléré l'esclavagisme et l'organisation d'une traite tricontinentale en quelque sorte. Il le relie aussi aux thématiques écologiques et environnementales. Et donc il raconte notamment comment, des choses que je ne savais pas, comment un certain nombre de pays, en fait, d'îles, notamment des Caraïbes, ont été entièrement dévastés, en fait, ont leur milieu naturel d'origine, leur biotope naturel d'origine, qui a subi une modification fondamentale, une destruction du biotope d'origine. Et évidemment, il y a aussi la question des peuples qui ont été délocalisés, qui ont été chassés, qui ont été anéantis. Et on retrouve en fait des similitudes avec ce que l'on connaît depuis 20 ans, avec l'huile de palme par exemple, hein, singulièrement en Indonésie, mais on pourrait élargir. Donc voilà, donc c'est un livre dont je ne parle pas plus en détail parce que je n'ai pas fini de le lire, mais je vous le recommande quand même, c'est vraiment sur ces thématiques-là. Voilà, généralement, moi je parle plutôt de poésie et de romans, je ne parle pas si souvent que ça d'essais. C'est plus souvent d'ailleurs des essais philosophiques ou littéraires. Là, c'est un vrai livre d'histoire et un livre d'anthropologie aussi, et c'est vraiment très bien. Tiens, puisqu'on parle des essais, un livre, il y en a d'autres en fait, non, il y a des essais quand même. Quand on fait pas de vidéo pendant 3 mois, ben, en fait, là, il y a une forme de multigénéricité qui s'impose. Bénichou, Paul Bénichou, ça faisait très longtemps, enfin, quand j'étais étudiant, donc là on remonte à la préhistoire, mais quand j'étais étudiant, ça faisait partie des grands classiques, les livres de Paul Bénichou sur le romantisme, notamment Le Sacre de l'écrivain, mais aussi L'École du désenchantement, et je n'avais pas du tout suivi que l'ensemble de ces livres avaient été repris en quarto Gallimard, sur 2 volumes quarto Gallimard, et j'ai fini par me lancer dedans cet été, en me disant, voilà, c'est l'été, c'est un peu le moment où il faut se lancer dans ce genre de comment dire, de pavés, enfin voilà, de monuments même, on peut dire, de la critique ou de l'histoire littéraire. Et j'ai presque fini le premier des 4 livres rassemblés dans ces 2 tomes, Le Sacre de l'écrivain. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, en fait, donc c'est pour ça que ça s'est interrompu. Voilà que je reprenne, ou alors je me demande si je ne vais pas sauter directement vers le 3e et le 4e livre, Les Mages romantiques et l'École du désenchantement, parce que j'ai trouvé les développements extrêmement lourds, extrêmement datés aussi du point de vue de l'approche critique, qui est une approche d'histoire culturelle qui ne me parle pas tant que ça, et surtout, pour moi qui ai quand même surtout beaucoup lu, alors certes pendant mes études j'ai lu pas mal autour du romantisme français, mais dans mes études et ensuite en tant qu'enseignant, j'ai beaucoup enseigné le romantisme britannique et les résurgences aussi du dark romanticism aux États-Unis, ainsi qu'un certain nombre de formes de lyrisme post-romantique ultérieures jusqu'au XXe siècle. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est un livre totalement franco-français. Alors que généralement, il est admis que le romantisme, c'est quand même le premier mouvement européen qui éclate en fait les codes nationaux. C'est intéressant qu'il travaille ça justement de l'intérieur d'un matériau qui est un matériau politique, qui est un matériau institutionnel, qui le relie aux différentes crises de la gouvernance et de la politique en France, hein, et le lien justement entre l'ancien régime, la révolution, l'empire, la restauration, et toute la manière dont les
Donc ces jeunes, enfin moins jeunes parfois, puis jeunes écrivains se situent par rapport au romantisme, soit dans une forme de réaction, soit dans une forme au contraire, mais plus souvent d'ailleurs dans la réaction, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que dans la façon d'épouser finalement la cause romantique. Donc c'est pas réellement, c'est effectivement un travail sur la sensibilité, ce n'est pas vraiment un travail sur l'écriture ou sur la littérature en tant que telle. Et donc pour toutes ces raisons-là, moi je peine vraiment, j'avance lentement. Alors c'était peut-être aussi la chaleur, le fait qu'on n'est pas... Finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça de se lancer dans ce genre de lecture en vacances, je sais pas. En tout cas, c'est interrompu. Donc, en fait, c'est avec le livre de James Baldwin. Je devrais les mettre sur une pile à part. La pile, je range pas encore mon bureau et je ne range pas encore mes livres. Bien, on continue avec la pile des livres dont je peux parler assez rapidement. Le petit livre, ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil, celui-là, de Philippe Descola, Une écologie des relations. C'est au CNRS Édition. En fait, c'est comme une sorte de retour sur son parcours, sur le parcours entier d'une vie de chercheur. Et donc, ce Descola, alors j'allais dire qu'on ne le présente pas, peut-être qu'il faut le présenter, c'est un grand anthropologue, c'est un spécialiste des, alors je sais jamais, des Jivaro-Hachuar, voilà, j'oublie à chaque fois, d'une fois sur l'autre. Donc c'est quelqu'un qui a fait tout son travail de terrain fondamental dans le sillage de Lévi-Strauss dans les années 70 et qui ensuite a développé toute une théorie aussi de l'écologie et du territoire, et c'est très très intéressant. Et donc il y a un chapitre sur le totémisme, sur l'animisme, enfin c'est très intéressant, et en fait c'est une manière de revenir un peu sur sa carrière, et donc voilà, ça se lit vite parce que ça fait 50 petites pages, donc ça se parcourt en 1 heure, et c'est dense quand même, hein, c'est de la vulgarisation mais c'est dense, mais c'est vraiment pas mal du tout, donc je vous le recommande, Une écologie des relations de Philippe Descola. Alors là, on va venir plus à des choses un peu plus classiques chez moi, c'est-à-dire poésie, littérature, etc. Ah tiens, un livre que je n'ai pas lu, je l'avais oublié celui-là, Tamanoir de Jean-Luc Adassiano, là encore, je l'avais acheté, c'est ces éditions aux Forges de Vulcain que j'aime bien ce qu'ils font, et je ne suis pas du tout toujours très, enfin, comment le dire, les textes que publient les éditions aux Forges de Vulcain correspondent parfois pas du tout à ce que moi je lis ou à ce que moi j'aime a priori, mais il y a aussi des textes qui comme ça m'ont fait dépasser mes a priori, et ça j'aime bien. Et bon, celui-là j'ai pas eu le temps de le lire. Normalement, c'est pas trop ma came, j'ai l'impression, il rentre pas trop dans mes marottes, mais voilà, donc mon épouse l'a lu, elle a bien aimé, et bon, à voir si à un moment donné je trouve le temps de le faire. Et puis, puisqu'on va parler rapidement, ou que j'ai un petit peu déjà fait un pré-tri, une présélection de livres sacrifiés dont je vais parler très vite, celui-ci, traduit par Pierre Vinclair, traduit de l'anglais par Pierre Vinclair, c'est une poète de Singapour, Christine Chia, je ne sais pas comment ça se dit, et en fait il y a 2 recueils de Christine Chia qui sont inclus là-dedans. Les recueils sont de 2011 et 2014, The Law of Second Marriages et Separation a History, traduit donc par Pierre Vinclair aux éditions du Corridor Bleu, sous le titre La loi des remariages suivis de séparation, une histoire. Et ce sont 2 recueils très étonnants, et j'ai pas encore eu le temps de me procurer les originaux, mais Pierre Vinclair, le traducteur, à qui j'avais fait part de ma frustration en fait, de ne pas avoir le texte bilingue. C'est vrai que je m'attends un petit peu à avoir les éditions de poésie en bilingue, et je sais que tous les éditeurs ne sont pas d'accord pour faire ça, et c'est tout à fait respectable, et j'ai pas à critiquer ça. Néanmoins, voilà, j'étais un petit peu frustré, ou surpris en tout cas, en voyant arriver le livre. J'avais commandé directement auprès de l'éditeur, avec d'autres livres dont je parlerai une autre fois, ou plus tard dans cette vidéo, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Et donc il m'a donné les références, donc j'ai pas encore regardé l'original, donc je ne connais que par la traduction de Pierre Vinclair, qui est très bien, enfin on voit qu'il y a un vrai travail de langue, un vrai travail de composition, de compartimentation, de travail même sur la forme politique, de la fragmentation, de la partition, et donc la partition au sens musical et la partition au sens politique, parce que le 2e recueil parle d'un épisode qu'on ne connaît pas trop de l'histoire contemporaine, enfin en France on n'en parle pas trop, la brève, comment dire, la brève unité de la Malaisie et de Singapour dans les années 60, lors des indépendances, lorsque cet État, en quelque sorte cette nation, échappe au contrôle de l'Empire britannique, et le fait que cette union des deux ne dure pas très longtemps, et que Singapour devient très vite indépendant en étant en quelque sorte lâché par la Malaisie. Et donc bon, ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, enfin moi j'avais pas trop d'idées dessus, j'ai refait quelques lectures pour essayer de... Mais le livre lui-même contextualise énormément ça. Et donc voilà, donc ce sont 2 recueils de poèmes dans lesquels vraiment pour le coup
C'est une espèce de pontosane, on dit ça, la macro-histoire, la micro-histoire, l'histoire personnelle qui croise l'histoire collective. Là, très honnêtement, c'est un cliché qui a une vraie signification dans ce recueil-là, et c'est vraiment très bien, et surtout, il y a une vraie multiplicité de voix, de tonalités. C'est un recueil extrêmement divers, apparemment, c'est pour ça qu'il faut quand même que j'aille voir l'original. C'est pas par méfiance vis-à-vis de la traduction, mais je suis très intrigué par cette polyphonie et cette variété de genres et de tons dans ces recueils. Bien, mais c'était l'occasion aussi de découvrir un éditeur dont je reparlerai sans doute, Le Corridor Bleu. Donc ça, c'est La loi des remariages suivie de séparation de Christine Chia. Puisqu'on parle de traduction et de poésie, là c'est un recueil bilingue lui, mais c'est pas pour faire de la pub à Gallimard, c'est le volume rassemblant avec donc l'anglais à gauche et le français à droite. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais je suis mal latéralisé, j'ai toujours du mal. Avant d'apprendre à conduire, j'étais même obligé, quand j'étais adolescent, de réfléchir pendant 2 secondes avant de me dire ah oui, la droite c'est là, la gauche c'est là. Et donc bon, conduire m'a beaucoup guéri de ça, mais néanmoins, là, quand je me vois à l'envers, dans l'écran de contrôle, ça achève de me perturber. Donc l'anglais à gauche, le français à droite, c'est les œuvres complètes de Christopher Okigbo, ce poète soldat intellectuel et universitaire et soldat qui fait partie des victimes de la guerre du Biafra, de la guerre de sécession nigériane. Et donc ce poète célébré notamment par Chinua Achebe, pas très connu en France, c'est le moins qu'on puisse dire, mais extrêmement évident sur la carte littéraire nigériane en quelque sorte. Et en fait, il manquait une édition vraiment de la poésie de Christopher Okigbo qui existait surtout en revue, par des fragments un peu comme ça. Et donc là, il y a ces recueils, tous ces recueils qui sont plus des plaquettes, repris en entier, traduits par Christiane Fiupou, qui fut la présidente de mon jury de thèse. Bon, je sais pas si je peux faire de l'égo-histoire, moi aussi, et du name-dropping et de ce qu'on veut. Et donc voilà, donc ça, je vous montre, tiens, la couverture. Et donc c'est chez Gallimard. Et alors, je dois avouer quelque chose quand même, qui est que il y a une petite quinzaine, vingtaine d'années, quand j'ai lu énormément de grands classiques de la littérature africaine, j'ai lu Okigbo comme j'en ai lu tant d'autres, et vraiment Okigbo me tombait toujours des mains, je ne comprenais pas trop ce qui se passait dans sa poésie, et là c'est un peu pareil, alors du coup ça a été l'occasion en plus de le regarder en comparant avec la traduction, et malgré tout, je continue de rester assez indifférent à cette poésie. Je trouve que le plus beau recueil, le seul que moi vraiment je sauverais, ça paraîtrait arrogant de dire ça, mais non, hein, ces vidéos, c'est juste mon carnet de notes, mon carnet de bord à moi, et ça me permet à moi de faire le point sur plein de choses. C'est le dernier recueil, Distances, Distance, pardon, avec vous avez noté l'innovation absolue, très moche, mais bon, c'est pas comme si j'étais particulièrement choucard pour ma part, mais bon, peu importe. Le micro-cravate sans cravate, donc du coup, emberlificoté un peu n'importe comment. Je crois que je viens de tousser dedans, je viens de tousser dans mon poing, ce qu'il ne faut pas faire, il faut tousser dans le coude et je ne l'ai pas fait. Mais bon, je suis tout seul dans la pièce et j'irai me laver les mains après. Donc Distances, distance, traduit par Christiane Fiupou aussi. Là, il y a vraiment des très 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 belles choses. Je ne peux pas lire en entier, mais c'est vraiment très beau. Qu'est-ce que je peux lire? Allez, je vais en lire un quand même. Je vais lire le premier poème de Distances. From flesh into phantom, on the horizontal stone, I was the sole witness to my homecoming. Serene lights on the other balcony, redolent fountains bristling with signs. But what does my divine rejoicing hold? A bowl of incest, a nest of fireflies. I was the sole witness to my homecoming. For in the inflorescence of the white chamber, a voice from very far away chanted, and the chamber discounted the birthday of earth paddled me home through some dark labyrinth. From laughter to the dream, minor into my solitude, incarnate voice of the dream, you will go. With me as your chief acolyte, again into the ant-hill. Il y a une faute de frappe, hein. C'est the ant-hill. Il y a une coquille. Hein. Ça serait très drôle d'ailleurs, ant-hill, mais c'est pas ça. Hein. D'ailleurs, elle traduit par fourmilière. J'avais pas fait attention qu'il y avait cette coquille.
You will go with me as your chief acolyte again into the anthill. I was the sole witness to my homecoming. Et en français, puisqu'on l'a en français, on va faire entendre la traduction de Christian Fiupou, sans laquelle ce volume n'existerait pas. De chair à fantôme sur la pierre horizontale, j'étais l'unique témoin de mon retour. Lumière sereine sur l'autre balcon, fontaines odorantes grésillant de cygnes. Mais que recèle donc ma divine exultation? Une écuelle d'encens, un nid de lucioles? J'étais l'unique témoin de mon retour. Car dans l'inflorescence de la chambre blanche, une voix venue de très loin chantait, et la chambre déchantait. L'anniversaire de la terre m'emmenait en barque chez moi à travers quelque obscur labyrinthe, du rire jusqu'au rêve. Mineur, perçant ma solitude, voix incarnée du rêve, tu iras avec moi comme acolyte en chef à nouveau dans l'antre, sous la fourmilière. J'étais l'unique témoin de mon retour. Okigbo, traduit par Fiupou. Et pour les livres dont je vais parler brièvement, et ça ne veut pas dire que j'aime pas ces livres, hein, qu'on soit très clair, ça veut dire que j'ai pas forcément envie de faire un long développement dessus. Et l'énormissime pile là qui est là, peut-être que je vais faire des vidéos uniques. J'ai pas décidé encore. Je suis un peu au guet, quoi. Je sais pas trop. Il y a Batouala de René Maran, parce que je suis embarqué dans un projet de publication des œuvres complètes de René Maran. C'est au tout début, on commence un peu à phosphorer. Et je me suis retrouvé embarqué là-dedans, alors en parfait imposteur, parce que je ne suis pas spécialiste d'édition, je ne suis pas spécialiste de critique génétique, je ne suis pas spécialiste de René Maran, et je ne suis pas spécialiste d'Afrique francophone, donc ça fait beaucoup. Mais enfin voilà, me voilà peut-être là-dedans, donc on ne sait pas trop. Donc j'ai relu notamment Batouala, mais j'ai lu un certain nombre d'autres textes aussi, mais le E en forme numérique, donc ils ne prennent pas une forme comme ça concrète sur une pile. C'est ça qui est un peu bizarre d'ailleurs avec ces vidéos. Ça m'est arrivé hein, de présenter des livres avec la liseuse, mais bon, c'est vraiment quand je voulais pas les oublier. C'est des vidéos, je parle de littérature sous un format complètement numérique et je parle que de bouquins papier. Donc c'est un des innombrables paradoxes. Petit livre que j'ai lu en juin, La barque de l'aube de La barque de l'aube Camille Corot, de Françoise Ascal, qui est une poète et écrivaine dont je connais un livre, un seul, mais ça suffit à me la rendre chère, Entre chair et terre, aux éditions du Réal Gare. Et si vous remontez dans, je sais pas quoi, dans l'archéologie des vidéos, ben, vous verrez, j'en ai parlé de Françoise Ascal déjà. Et donc là, j'en reparle, ce petit livre sur Corot, dans un genre que moi, j'aime pas forcément énormément, qui est ce genre de la biographie romancée ou du coup de projecteur par un écrivain, d'une écrivaine en l'occurrence, sur une autre figure d'artiste, mais avec juste en fait une sorte d'impressionnisme, c'est le cas de le dire, biographique. Moi je lis pas trop de biographie, mais j'aime pas forcément énormément ces livres-là non plus. C'est pour ça d'ailleurs que le livre dont il est pas mal question, Trincadis, qui parle de Niki Saint-Phal, enfin qui travaille la figure de Niki de Saint-Phal, a beau être encensé par plein de gens que j'aime bien, je ne l'ai toujours pas acheté, voilà, parce que je sais pas, je ne suis pas fou de ces formats-là. D'ailleurs, il y en a un autre dans la pile qui est un peu du même genre. Tiens, je vais aller le chercher. C'est Les 3 jours dans la vie de Paul Cézanne de Mika Birman. Et j'ai lu ce texte. En fait, il m'a été recommandé par Pierre Barrault, celui-là. C'est sorti aux éditions Anacarsis en 2020. Et celui-là, La barque de l'aube, sur Camille Corot, il est de 2018. Voilà, donc c'est des livres vraiment récents. Et donc voilà, c'est pas mal. L'un comme l'autre sont des beaux textes, hein, c'est réussi. Donc dans des genres qui sont pas trop mon truc, hein, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, qui sont pas trop ma cam, je sais pas comment il faut dire ça, qui sont pas trop mon genre, qui sont pas des textes, des types de textes vers lesquels je vais très spontanément. Ce sont 2 livres vraiment bien, donc je vais en lire un extrait de chaque. Mon Camille n'est jamais allé à l'opéra, ni aucun des siens, mais il chantait. Dans la maison de mon jadis, j'ai trouvé un cahier de chansons, attestant que ces murs n'ont pas toujours été le sanctuaire des morts familiaux, interminablement veillés par des veuves de guerre. Les rires ont résonné. Les fêtes de moisson ont soulevé vers et jupes, le soleil a fait mûrir les fruits du verger. Je t'imagine esquissant les frênes qui jouxtent la rivière près de la ferme de Camille.
Tu aurais tracé le mouvement singulier de leurs branches, saisi le râpeux de l'écorce. Tu as toujours considéré le dessin comme l'essence même de l'art. Au crayon, au fusain ou à la plume, tes dessins sont la part moins connue de ton œuvre. Leur importance n'apparaîtra que très longtemps après ta mort. Souvent, il s'agit d'études préparatoires destinées à fixer l'impression première, celle que tu privilégies et cherches à retrouver dans la solitude de l'atelier. Exécutée sur le vif au cours de tes déplacements, elle témoigne de la vigueur et de la liberté de ton trait. À mesure que tu entres dans la maturité, elles deviennent des œuvres en soi. Une force lyrique les habite et pourtant le trait se dénude, se resserre sur quelques signes essentiels à la manière des peintres d'Orient, dont l'économie de geste et la rapidité d'exécution sont le fruit d'un long travail d'observation. La barque de l'aube, Camille Corot, par Françoise Ascal, dans cette petite collection, je ne sais même plus comment ça s'appelle, Arléa, je ne sais pas, c'est une collection de poche, et je sais pas, je crois que c'est pas cher, je sais pas, il y a une gommette sur le prix. Et donc dans un style un peu voisin, mais un petit peu plus délirant, on va dire, Mika Birman, 3 jours dans la vie de Paul Cézanne, là encore un épisode romancé, hein, une figure historiquement connue et importante bien sûr, et donc une figure... C'est bizarre, j'ai passé beaucoup de temps avec la peinture du 19e siècle, en fait, via les livres, via la littérature, parce que récemment, j'ai lu le dernier Dominique Fourcade, Magdaléniennement. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, parce que là, je ne suis pas assez en forme. Ça fait 3 jours de suite que je me lève à 3h30 du matin. Raconte pas ta vie. Bon, bref. Et donc là, il est beaucoup question aussi de peintre impressionniste, donc Monet en particulier, dont Fourcade est un grand spécialiste. Peu importe, donc là c'est un texte autour de Cézanne, et je raconte pas l'histoire, mais histoire David, je lis un extrait, et exceptionnellement je vais lire un extrait un peu marginal qui se trouve au tout début. Le chien essaie de happer un papillon et ne fait que claquer les dents. L'insecte holométabole ivre erre. Le canidé est incapable de prévoir son trajet. Clac, clac. En battant ses ailes citron, le lépidoptère titube vers le ciel salvateur. Le chien d'ailleurs s'en fout. Il a essayé de couler cette barque, de broyer ce confetti, de déchirer cette lettre par pur réflexe. Il sait qu'un papillon n'a aucun goût, sinon celui de la poussière. On ne mange pas un papillon par nécessité, mais par philosophie, comme on mange un morceau d'un puzzle. Et le chien n'en a rien à faire. Une guêpe passe. Clac, clac, raté. La journée sera longue. Une mouche. Clac, clac. La mouche s'envole pour vivre sa vie. Tant pis. Il y aura d'autres choses à se mettre sous la dent. Chez le chien, l'espoir meurt en dernier. Le doute n'a pas prise. L'optimisme est roi. Et donc voilà, je ne vous parle pas de Cézanne. Je vous lis un extrait du livre autour de Cézanne. 3 jours dans la vie de Paul Cézanne, c'est aux éditions Anacarsis, c'est sorti cette année, donc ça va encore se trouver assez facilement sur les étals des librairies. C'est un livre qui est pas mal, mais je vous en parle via Le Chien. Et puis autre livre de l'année, un recueil de poèmes, et exceptionnellement dans la collection L'Or Piment du Réalgard, ils ont fait une couverture cartonnée, je ne sais pas pourquoi, d'habitude ils sont souples, je pourrais les sortir, là j'en ai plein maintenant, des livres du Réalgard, des éditions du Réalgard. Et donc celui-là, avec la couverture signée Régis Gonzalez, que vous pouvez voir, il est cartonné, et c'est Le Coucou chante contre mon cœur de Julien Bosc, dont je lis un extrait, car je crois que le minuteur va me couper le sifflet. Drapée nue dans un tulle, elle dort et rêve. Du henné sur les joues et le ventre ou les mains. Là, le profil d'un martinet branché dans un pommier. Ici, la lettre initiale d'un vœu. Sur la pommette, un lézard stylisé, un œil énucléé sur l'autre. Entre ses seins, une bobine de lin. Un chat autour des lèvres. Une aiguille en laiton du clitoris à l'ombilic. C'est page 52 dans ce poème qui est un poème, j'allais dire lyrique, narratif, ni l'un ni l'autre en fait. Étrange, un recueil étrange et un recueil qui résonne. Il y a même une postface que je n'ai pas lue, honte à moi, qui fait 2 pages, quand même j'ai honte. Bon, je vais la lire
avant de ranger ça, pardon. C'est une postface de Jean-Claude Leroy. Voilà, j'ai déjà parlé des livres que j'expédie un peu, avec mes excuses aux auteurs, autrices, mais c'est pas parce que j'aime pas. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Peut-être que je vais boucler la vidéo comme ça, pas de montage, rien, tant pis, mais au moins ça fera un premier jalon, et je pourrai me concentrer sur l'étape suivante. Qu'est-ce que je vais faire de ces livres dont j'aimerais parler plus en détail? Bizarre, je sais pas. J'ai beaucoup de travail aussi, donc c'est pas très simple en ce moment. Allez, on essaie d'avoir la forme quand même.